Quand tu arrives à Dubaï, tu veux le lifestyle de Dubaï, mais Dubaï peut vite rattraper tes économies. En un jour, tu peux dépenser 100 € comme dépenser 100 000 €. Mais très vite, tu te rends compte que si tu vis là-dedans, ça peut être un gouffre monumental. Faites attention aux émotions, ce sera votre pire poison. Le conseil que j'ai à donner, c'est renseignez-vous, informez-vous et formez-vous. Salut Mounir. Salut, comment vas-tu ? Écoute, franchement, c'est un grand plaisir de te retrouver ici à Dubaï. Avant de te demander de te présenter, je vais expliquer brièvement quel est le concept de l'Arche. Donc le concept de l'Arche, du podcast que j'ai créé, c'est tout simplement de pouvoir justement expliquer des parcours inspirants de personnes qui sont parties peut-être de rien, mais peut-être même avec des avantages, et mettre en lumière en fait la difficulté qu'on met justement pour pouvoir bâtir un empire, bâtir tout simplement même une situation stable, mais encore pire, de réussir à tenir sur la durée. Quels sont tes tips, comment tu as fait, etc. Et c'est maintenant, donc je vais te laisser te présenter. Écoute Mounir, donc moi je suis à Dubaï maintenant depuis quasiment 6 ans. Okay. J'ai commencé alors un petit peu petit à petit si tu veux. Je faisais des allers-retours avec la France, j'étais entrepreneur. Donc moi j'avais des restaurants en France, Okay. J'étais dans la pizza pour te dire. Tu as commencé par ça ? Voilà, exactement. Alors non, j'ai pas commencé par ça. En fait, j'ai toujours été autodidacte. J'ai fait vraiment alors je sais pas, je pourrais dire tout et n'importe quoi. Fais-moi un petit feedback depuis la jeunesse, l'école. Depuis la jeunesse. Est-ce que tu as fait des études, tout ça ? Alors très simplement, moi je m'arrête avant le brevet. Okay. Un parcours assez compliqué. Je suis issu de Pantin du 93. Okay. Plus de 40 dans les classes. Donc c'était très compliqué, tu sais, même de pouvoir apprendre, comprendre. Donc du coup, je m'arrête à ce moment-là. Je me dis que j'ai besoin de travailler. Je me dis que j'ai besoin de gagner de l'argent. Je vois les grands de chez moi qui ont des voitures, qui ont des belles affaires. Donc je me dis, moi j'ai besoin d'être comme eux. Et tout de suite, en fait, je comprends qu'on peut gagner de l'argent. Alors, tu as la bonne et la mauvaise façon. Bien entendu, je choisis la bonne. Et je vais au marché de Port d'Aubervilliers. Alors, pas au marché, tu sais, chez les fournisseurs de Port d'Aubervilliers. Et donc, du coup, je me dis que je vais acheter des affaires et je vais les vendre. Donc, comment ça commence ? Je vais au marché de Pantin. Donc, du coup, moi, je suis du métro Hoche. Je ne sais pas si tu connais, c'est juste à côté de Port de Pantin. Ouais. Et donc, j'essaie d'avoir un stand et j'arrive pas à en avoir. Une fois, 2 fois, et finalement on me donne un stand mais bidon, tu sais, genre un emplacement mais zéro. Donc du coup je vais voir un grand de chez moi qui pour lui demander de voir ce qu'il peut faire. Lui voilà, il a fait comme il sait faire, il a mis un petit coup de pression au placeur, et donc du coup on me donne un spot de fou. Et le deuxième jour, donc j'ai tout mon stock que j'avais payé 1500 €. C'était des pulls, tu sais, c'était des pulls à l'époque un peu moto, tu sais, c'était très la mode. Il y a, du coup tu vas me dire t'as quel âge, il y a plus de 20 ans maintenant. Moi j'ai 36 ans moi. 36 ? Ouais. Du coup moi c'était très la mode à l'époque, tu sais. Quel âge tu as toi du coup ? 39. 39, ok. Ouais. Et donc du coup je vends ces trucs là, et le premier jour je double mon capital et je me dis quand même c'est possible de gagner de l'argent rapidement et honnêtement. Ouais. Exactement. Et donc du coup je commence par là et je continue après. Donc je fais la même chose mais avec des voitures. À l'époque au marché de Port de Clignancourt, que tu as sûrement dû connaître, des allers-retours avec l'Allemagne. Alors j'étais mineur encore, mais je l'ai quand même fait, à mes dépens ou pas. Mais en tout cas je l'ai fait. C'est pas moi qui conduisais. Ouais. Voilà, comme ça je me mets pas dans. C'est ce qu'on dira dans le podcast. Salut la France. Et donc du coup ça fonctionnait. J'ai aussi essayé le salariat puisque j'ai travaillé chez Foot Locker. Je travaillais à la Fnac. J'ai fait tout ce petit parcours, mais à côté j'essaie quand même de faire des choses. J'étais dans l'événementiel. J'ai fait beaucoup d'événements. En fait, j'ai eu un parcours où j'ai fait plein de choses. Pour continuer, j'ai été éleveur de chiens, j'étais dans la pizza, j'ai été producteur de musique, éditeur de musique, j'étais booker d'artistes. Tu faisais du rap ? Non, pas du rap. J'étais dans la musique afro-caribéenne, pour te dire. Cool. En fait, si tu veux, partout où je voyais une opportunité dans ma vie, je m'y suis lancé. Et alors, ça a fonctionné, mais à mon échelle. Voilà. Est-ce que j'ai été multimillionnaire à ce moment-là ? Non, ce serait mentir. Mais par contre, est-ce que j'étais satisfait de moi ? Est-ce que j'étais content des fonds que je voulais à ce moment-là ? Oui. Et c'est pour moi une réussite, en tout cas à ce moment-là. Après, la réussite, je pense qu'elle est très relative à ce qu'on veut, à nos objectifs. Et donc, donc de fil en aiguille, j'avance avec le temps, je prends de l'expérience, etc. Et à un moment donné où je me dis, là, c'est peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose de grand. Et c'est là où je me lance justement dans la restauration, puisque je vois, tu sais, tous ces mecs qui gagnent, qui ont fait beaucoup d'argent. Quel âge tu as à ce moment-là ? J'ai après 30 ans.
Ok. Voilà, j'ai après 30 ans. Donc de tes 14 ans à 20 ans, ça a été des petits boulots, des successions d'essais. Voilà, exactement. Musique, ça a été de la micro-entreprise. Ça a été les chiens, hein, parce que moi j'ai élevé des bullies. Ouais. Les bullies, c'était à ce moment-là les chiens qui se vendaient les plus chers au monde, puisque on vendait des chiots entre 5 et 15 000 euros. Des pures races. Des pures races, exactement. Et donc du coup, voilà, en fait, moi j'ai vu une opportunité. C'était de l'import des États-Unis, d'accord, où je connais pareil. En fait, si tu veux, tout ce que j'ai lancé, j'y connaissais absolument rien. D'accord, comme la pizza, j'y connaissais rien. Je m'y suis lancé et j'ai réussi à faire quelque chose. Le bully, le chien, j'y connaissais absolument rien, mais j'ai toujours été passionné par les animaux. Tu t'es lancé. Et je me suis lancé. Je suis parti aux États-Unis. J'ai trouvé. Alors, je suis parti parler avec le créateur de la race aux États-Unis, donc race qui n'existe pas réellement en France, puisque tu sais que le staff et le pitbull est interdit. Mais si tu veux, le bully, en fait, c'est un mix entre le pitbull et le bulldog. Ouais. Alors, je sais pas si ça, tu pensais en parler ou tu en as déjà parlé. On pourra mettre une photo. Ouais, une petite photo. Voilà. Et donc, du coup, moi, je suis devenu le représentant de la race en France. D'accord. Donc, en fait, tu as un registre qui s'appelle l'ABKC, c'est American Bully Kennel Club. Donc, ça, c'est le registre officiel de la race. Et je suis devenu le représentant en France. J'ai même fait des expositions, etc. Donc, partout, j'ai senti une opportunité. Je l'ai fait. Mais il y a une chose qui m'a toujours animé, moi, c'est la passion. J'ai jamais pu faire dans ma vie quelque chose que je n'aimais pas. Je sais que les gens diront toujours c'est l'argent. En fait, non, c'est faux. Parce qu'en fait, si tu veux, au moment où l'argent arrive, tu te rends compte que tu es plus satisfait par comment tu as accompli les choses que où tu en es tout de suite. Tu vois. Et pour moi, ça a toujours été un kiff. Et donc, du coup, pour en revenir à ce que je te disais, donc je me suis dit, bon voilà, il y a un moment donné où je veux faire quelque chose de grand. Et donc, je vois tous ces gars, tu sais, qui ont des success stories en faisant des chaînes de restaurants, les Domino's Pizza, Otakos, etc. Et je me dis, je pense qu'il y a un truc à faire. Et donc, je lance à l'époque, je pense que tu as dû connaître, les pizzas en forme de cône. J'ai dû voir ça, je pense, mais je mange très peu de pizza. Donc Ouais, moi, ça se voit, j'en mange un peu plus que toi, du coup. Et je me lance dans ça. Je crée des machines spécialisées. Donc, je monte une boutique, 2 boutiques, 3 boutiques. Et à ce moment-là, on commence à en parler un petit peu de Dubaï, fin 2016. Et donc, j'ai mes restaurants, mais je commence aussi à faire des allers-retours. Et je commence à m'intéresser un petit peu à ce phénomène qui est Dubaï. Je commence à voir qu'il y a quelque chose à faire aussi dans l'immobilier ici. J'investis, moi, dans un premier temps. Et la personne qui me vend l'appartement, en fait, me fait kiffer. Je dis, ah ouais, quand même. Il me fait kiffer, mais je me dis, c'est possible. En vrai, si lui, il le fait, pourquoi moi, je le fais pas? Et en plus, j'aime comment il m'a montré les choses et ce qui m'a emmené là. Et quand tu dis c'est possible, qu'est-ce que tu as vu, en fait? Une opportunité encore? Alors, moi, parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'acheter un appartement, mais toi, tu as vu quoi? Tu as vu la rentabilité? Tu as vu une opportunité de faire une achat-revente? Qu'est-ce que tu as vu quand tu as présenté l'immobilier? Déjà, pour comprendre, moi, quand j'arrive, je veux ouvrir un restaurant, je veux ouvrir une pizzeria. Je veux rester plus ou moins dans mon domaine du moment, parce que tu sais, je suis dans mon idée d'ouvrir un empire, comme tu as dit au début, et d'avoir vraiment une grosse chaîne. Mais là, tout de suite, en achetant l'appartement, moi, ce que je vois, c'est que je me dis, il y a ce plan de paiement, tu sais, en fait. C'est un paiement que tu vas étaler sur plusieurs années, sans taux d'intérêt, sans présenter de fiche de paye, sans présenter quoi que ce soit. Il faut juste un apport de 20%, et puis tu peux rentrer en tant qu'investisseur. Ah d'accord. Pour toi, c'était ça l'opportunité, parce qu'en France, tu peux pas accéder à ce type de financement sans avoir des bulletins de paie, que la banque puisse justement avoir quelque chose de lisible pour pouvoir te prêter de l'argent quelque part. Là, ils te prêtent pas forcément de l'argent, mais en tout cas, le paiement échelonné te permet à toi, à Dubaï, de dire qu'il y a une possibilité d'investir dans l'immobilier, c'est ça? En fait, pour quelqu'un qui a monté plusieurs entreprises, et je pense que tu dois le savoir, c'est très compliqué d'avoir des prêts en France, puisque on te demande une antériorité d'un certain nombre d'années, avec des choses qui justifient, etc., etc. Mais tu sais, moi, j'ai toujours été au feu de l'action, et j'ai jamais calculé trop ces trucs-là de OK, je dois préparer pendant 2 ans, 3 ans, des trucs bien sérieux, d'avoir tant de salaire, de faire... Tu sais, moi, c'est pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui fonce, même au point de me casser le nez contre le mur. J'en ai rien à faire. Tu sais, moi, j'ai appris et je suis content. Mais voilà, donc, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était l'opportunité de devenir propriétaire facilement. Okay. Et donc, du coup, je me dis, ah ouais, il y a un truc à faire. Et en fait, je me dis, mais en vrai, ça, c'est un vrai selling point. Le fait de proposer à des gens d'investir sans présenter de bulletin de paie, d'avis d'imposition, sans avoir de garant, sans ci, sans ça, etc. T'as vu une opportunité. Je me suis dit, ah ouais, quand même, je pense que c'est intéressant. Et le gars, quand même, l'a présenté, je me suis dit, ouais, aussi lui, il est intéressant. Et je me dis, ouais, il y a un truc à faire. Donc j'ai commencé au début, pendant quelques années, si tu veux, à faire ça.
Donc tu bossais pour quelqu'un ou Non, tu pas du faisais- tout. J'étais en freelance. En freelance. À ce ok. moment-là, je suis en freelance. Je dépendais d'une autre boîte. J'étais en même temps en formation avec un gars, parce que j'ai rencontré à l'époque un Libanais. Ouais. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a formé, mais indirectement. Tu sais, c'est pas lui qui m'a formé. Il m'a formé indirectement, puisque on était potes. Et tu sais, c'est comme si on traînait toi et moi ensemble. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, du coup, tu me parles des expériences, de tes cas clients, de combien tu as fait gagner là, combien tu as pris là, etc. Et donc, du coup, je me forme. Mais moi, je fais beaucoup d'allers-retours toujours entre la France. Et là, boum, le Covid arrive. Donc, j'ai la super chance d'avoir revendu mes restaurants juste avant le Covid. Ok. Et là, Covid en France. En plus, ça s'est pas très bien passé, tu sais, pour les personnes qui sont un peu plus âgées. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai dû rester proche de mes proches. Et fin 2020, du coup, j'ai ma femme que je rencontre juste un petit peu avant le Covid, qui me dit ouais, pourquoi pas Dubaï. Bon, moi j'y étais avant, hein. Mais pourquoi pas Dubaï, mais vraiment là pour s'installer définitivement. Ouais, donc en attendant, pour l'instant, tu avais fait quelques allers-retours, C'est ça. mais tu n'étais pas encore dans l'idée de rester ici sur Exactement. place, etc. Ok. Et donc là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, maintenant je vais y aller. Et comme j'ai plus rien à ce moment, comme je suis plus engagé dans quoi que ce soit, comme le Covid de toute façon, il a réappris à tout le monde à repenser sa façon de gagner de l'argent. Clairement. Et je me dis, let's go, on y va et on tente. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Je monte une agence, j'embauche une personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 25 et 30 personnes. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai une agence avec plus de 30 collaborateurs. Tu sais, en France, tu retrouves ce truc de, ok, j'ai envie d'acheter un appartement, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans une agence, tu sais, où il y a un numéro de téléphone, une adresse email, il y a un site internet, et je vais tomber sur des professionnels de l'immobilier. Bien sûr. Avec qui tu peux faire de l'achat, de la revente et de la gestion locative. Ce qui a manqué, et d'ailleurs ce qui manque encore, hein, c'est exactement ça. Ce modèle-là qu'on a en France, qu'on retrouve difficilement à Dubaï. Je t'explique pourquoi. Si tu veux, c'est tellement aguicheur de vendre sur plan, donc en marché primaire direct avec le développeur, puisque tu n'as rien à faire. Tu envoies le passeport, tu fais ton booking à 5 000 €, ça y est, tu attends que le mec il paye, tu as ta commission. Alors que le marché secondaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Plus de 200 nationalités à Dubaï. Il faut rentrer du mandat, parce qu'il n'y a pas que des Français, et surtout, il faut revendre à des personnes qui ne sont peut-être pas françaises. Donc, il faut se connecter sur les différents portails qui sont l'équivalent de seloger.com, Le Bon Coin, etc. Ici, qui s'appelle Property Finder, Dubizzle et Bayout. Il faut être connecté là-dessus. Il faut rentrer du mandat. Pour rentrer du mandat, où tu parles anglais, où tu parles indien, où tu parles arabe, où tu parles russe. Voilà. Mais, Où tu parles tout. Où tu parles tout. Exactement. Mais le français, si tu veux, tu le retrouves pas beaucoup en tant que propriétaire. Ouais, bien sûr. Et donc, rentrer des mandats, c'est compliqué. Et nous, les Français, tu sais à quel point, et je pense que tu me confirmeras ça, on a du mal avec l'anglais. Ouais, clairement. Et donc voilà. Donc tu as peu d'agences aujourd'hui qui font un 360 dans l'immobilier. Je me suis dit, ok, moi c'est ça que je veux faire. En plus, moi je kiffe le secondaire, je kiffe l'achat-revente, je kiffe la rénovation. Et aussi, tu sais, pour confirmer un petit peu tous les... Tu sais, parce que quand tu vends, tu dis, ouais, on va te faire un suivi, on va t'assurer ta gestion locative, etc. Mais la gestion locative rapporte que dalle à Dubaï. Et donc, pour être clair, tout le monde va te dire qu'ils font ça, mais personne ne le fait derrière. D'ailleurs, je récupère beaucoup de clients de gens qui les ont abandonnés. Et donc, je me suis dit, ok, je vais me lancer sur la gestion locative. D'ailleurs, avec ma femme, qui, elle, est issue du tourisme et qui, elle, du coup, a récupéré cette société de gestion locative à court terme. Parce qu'à Dubaï, tu sais, tu as le long terme et le court terme. Ouais. Le long terme qui est associé à l'agence immobilière, le court terme qui est associé avec le tourisme, donc qui est notre société. Donc voilà un petit peu, j'espère que je me suis pas trop éparpillé. Non, c'est très bien. Maintenant, je vais te poser des questions précises. Bien sûr. Donc du coup, tu décides de venir à Dubaï. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaiterait venir à Dubaï, je sais pas, demain, pour pouvoir exercer une activité professionnelle, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différentes démarches, etc., avant que je te pose des questions plus précises sur l'immobilier et des chiffres? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple en tant qu'expatrié de venir à Dubaï, pour la simple et bonne raison que, tu sais, à l'époque, on avait le système de sponsor. C'est-à-dire qu'on avait un Émirati qui prenait un certain nombre de parts de ta société. Donc tout le monde avait peur à cette époque. Et donc début 2022, cette loi s'arrête. Et donc on se dit quoi ? Ok,
Enfin, je pense que les gens se disent, Ouais. OK, on va commencer à la Dubaï, ça y est, il est Émiratis. Alors qu'en vrai, tu sais, tu peux tout simplement, à travers des contrats, à l'époque, en tout cas, tu pouvais pas le retirer, mais tu pouvais faire un contrat justement où, certes, il a des parts, mais qui peut vraiment rien faire. Et donc, du coup, moi, j'ai eu ce contrat-là, en tout cas, au début, quand je suis arrivé. Et donc, aujourd'hui, c'est tellement accessible de monter une société à Dubaï, de lancer une activité à Dubaï, qu'en vrai, why not? Il faut le faire. Il faut se lancer. De toute façon, moi, je suis partant là-dessus. Tu sais, même quand je vois des gens qui disent aujourd'hui, il y a trop d'agents immobiliers, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Enfin, moi, je suis content qu'il y ait trop d'agents immobiliers, en vrai. Parce que, déjà, de un, avec le temps, on les filtre. Et de deux, c'est que le marché est porteur. Ouais. Parce que si tu vois une rue, si tu te bats dans une rue, tu vois qu'il y a un seul restaurant au milieu de nulle part, tu vas te poser des questions, tu sais. Alors que si tu es un endroit où tu as plein de restaurants, tu vas dire là c'est la place des restaurants. Et donc alors là je te parle vraiment en tant qu'entrepreneur, pas en tant forcément que client. Mais du coup, c'est beaucoup plus accessible, c'est facile. La seule chose qui est compliquée, c'est quand tu n'es pas habitué. Alors non, c'est pas quand tu n'es pas habitué, c'est quand tu arrives à Dubaï, tu veux le lifestyle de Dubaï, mais Dubaï peut vite rattraper tes économies. Ouais, clairement. Ça, c'est une réalité que en un jour, tu peux dépenser 100 € comme dépenser 100 000 €. Ouais. Voilà, donc c'est à toi de choisir. Tout dépend de t'as quoi dans la poche. Ouais, clairement. J'ai déjà fait ça. Alors, pas dépenser 100 000 €, mais au tout départ, c'est vrai que quand tu arrives à Dubaï, on te vend un petit peu Dubaï, on te montre les restaurants qui sont un peu chics, etc. Donc, tu as envie de flirter un petit peu justement avec ce type de lifestyle. Ouais. Mais très vite, tu te rends compte que si tu vis là-dedans, ça peut être un gouffre monumental et cette journée peut faire terminer tes vacances. Ça, c'est clair. Pour les personnes justement qui se poseraient des questions sur la suite, sur Dubaï, etc., je te poserai des questions. Je vais revenir un petit peu sur l'arrière et tout ce que tu as expliqué sur le départ. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a une liaison, en fait, si tu veux, qui finalement a drivé l'intégralité de tout ce que tu as fait. Tu l'as dit tout à l'heure, la passion. Moi, je reste convaincu qu'on ne peut pas créer un business extrêmement rentable si on ne le fait pas par passion, puisque les sacrifices nécessaires pour obtenir un business rentable, s'ils ne sont pas motivés par la passion, ils sont motivés uniquement par l'argent, ça sera fatigant, ça sera usant. Et je pense qu'à un moment donné, le costume est trop grand pour les personnes qui veulent se lancer sans passion. Donc, toutes les personnes que j'ai pu pour l'instant, en tout cas, avoir dans ce podcast, ils ont tous un fil conducteur. Ils commencent toujours par « la passion m'a amené là ». Ça a été un peu le fuel, tu sais, que j'ai mis dans mon véhicule qui m'a permis de traverser terres et eaux. Et finalement, ce qu'on regarde, c'est que dans ton parcours, tu as fait énormément de choses. Toutes ces choses-là ont été motivées par une seule passion, quelque part peut-être la liberté aussi. Je ne sais pas, tu me répondras à cette question juste après. Mais finalement, en fait, tu as essayé plein de choses pour aujourd'hui te retrouver là à 39 ans, en ayant réellement trouvé ta voie. Est-ce que tu, en termes de conseils, ce que tu pourrais dire en termes de rétrospective aux personnes qui écoutent ce podcast, est-ce que finalement le secret, ce serait pas plutôt de s'écouter, d'écouter sa passion et d'essayer un maximum de choses pour pouvoir enfin, en fait, par déduction, trouver sa passion? Parce que je pense qu'il est beaucoup plus difficile d'aller en ligne droite vers ce qui nous plaît réellement plutôt que d'essayer plein de choses et de se rendre compte, tout simplement en faisant le constat, que tout ce que tu n'aimes pas était derrière et que finalement c'est ça que tu aimes aujourd'hui, tu vois? Alors, moi, faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, je me dis pas que j'ai testé plein de choses. Aujourd'hui, je me dis que chaque chose que j'ai vécue, je l'ai vécue pleinement. Parce que c'est ce que je voulais faire au moment où je voulais le faire. Exactement. Tu sais, tu as plein de gens qui vont dire on se sert de ces échecs pour pouvoir avancer, pour apprendre. Alors, moi, perso, le mot échec, j'ai vraiment du mal avec ça. Moi, j'ai fait ce que j'aimais à l'instant T. J'ai vécu de ce que j'aimais à l'instant T. Et aujourd'hui, je suis la somme de toutes mes expériences. Je peux le prendre comme ça. Est-ce que j'ai trouvé ma voie aujourd'hui ? Ça, on pourra en reparler si tu veux dans 10 ans peut-être. En tout cas, aujourd'hui, on en refera, on fera une V2. Avec grand plaisir. Alors, peut-être une V10 du coup. Ouais. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce que je fais, je kiffe. Je ne me vois pas faire autre chose. Mais pareil pour quand je faisais de la restauration, etc., etc. Je kiffe ce que je fais, je le fais, je me donne à fond, j'essaye de respecter mes principes et mes valeurs, qui sont la loyauté vis-à-vis de ma famille, de mes collaborateurs et de mes clients. J'essaie d'être honnête, droit, puisque aujourd'hui, et tu le sais, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens qui ont des valeurs, voilà, qui sont intègres, exactement. Et surtout, on a cette idée, tu sais, de Dubaï, il y a des arnaqueurs. C'est vrai. Comme partout. Comme partout.
mais d'autant plus à Dubaï. Et je vais te rajouter un mot là-dessus, puisque tu sais, les gens aiment bien mettre ce côté rose et super beau de Dubaï, mais justement, en fait, bon, déjà, tu sais, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai beaucoup de cas de personnes qui se sont fait arnaquer. Alors, c'est pas de l'arnaque, c'est de l'abus de confiance. Mais l'abus de confiance vient aussi, tu prends le mot confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'on ait abusé de ta confiance, c'est que tu as décidé de faire confiance. C'est la négligence, finalement. Exactement. Pour moi, le comportement du client est très clair. Quand je décide de donner ma confiance, c'est que j'ai verrouillé certaines cases. C'est que je me suis renseigné, c'est que je me suis informé et c'est que je me suis formé. J'ai coché toutes ces cases-là. Et tu te rappelles quand je te disais tout à l'heure que le comportement de l'acheteur en France, c'est aller dans une agence où il y a pignon sur rue, avec un numéro de téléphone, un site internet. Bah, les gens, pour la plupart hein, que j'ai rencontrés qui se sont fait avoir, du coup, ont rencontré des gens dans des hôtels où des fois ne les ont jamais rencontrés, ne sont pas allés vérifier quoi que ce soit, et ont envoyé de l'argent à ces gens-là. Donc, en vrai, tu as décidé bien sûr. Ça. Alors, bien sûr, hein, c'est pas forcément quelque chose que voilà. En fait, je suis pas en train de dire que c'était trop, que c'est mérité, etc. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Au contraire. Mais il faut prendre ses responsabilités. Exactement. Clairement. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit premièrement, tu sais, en fait, à partir du moment à Dubaï où tu as vérifié l'agence avec qui tu travailles, que tu as vérifié la validité de la carte RERA, qui est l'équivalent de la carte T en France, que le gars dépend bien d'une agence. Tu sais, nous, je te l'ai dit, hein, de toute façon, tu étais venu dans le bureau hier, on a pignon sur rue, on a une vraie agence avec des personnes qui travaillent réellement, avec un site internet. Ouais, les figurants que tu peux aller vérifier. Ouais. Voilà, les figurants sont bien. Pour le moment, en tout cas. On verra dans quelques années avant de faire un élevage de coqs. Mais en tout cas, ouais. Non, pour le moment, voilà. Tu peux vérifier ça clairement. Tu peux aller sur les réseaux, savoir s'il y a de la vie. Tu peux appeler le numéro fixe. Tu peux tout verrouiller. Après ça, tu sais, les gens ici à Dubaï, une fois qu'ils arrivent au téléphone, au lieu de se renseigner sur la personne qu'ils ont au bout du fil ou en face, posent des questions sur les projets. En fait, tu n'achètes pas un projet. Ah non, le projet il est disponible pour tout le monde. Tu achètes la personne avec qui tu vas travailler pendant des années. Et ça, si tu l'as compris, après ça, tu as une dernière étape qui va, parce que n'oublie pas, la confiance n'exclut pas le contrôle, aller vérifier sur l'application qui s'appelle Dubai Rest l'état du projet et le compte séquestre. Puisque à Dubaï, on ne peut pas lancer un projet s'il n'y a pas un compte séquestre, puisque l'argent du client va dans ce compte séquestre. Comme en France, comme partout dans le monde, tout est sécurisé. Et tu as même le numéro de compte sur lequel tu vas envoyer de l'argent. Et tu as des gens qui se sont fait avoir comme ça, en mettant des faux numéros de compte, en demandant de l'argent en bas des hôtels, en se rencontrant dans une chicha. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est renseignez-vous, informez-vous et formez-vous. C'est tout. Ok. Merci pour ces précisions. Donc du coup, on veut investir. Alors quelqu'un qui veut investir, alors moi tu le sais, je suis en plein investissement immobilier sur Dubaï. Alors bien sûr, hein, ce que j'ai fait, hein, tu l'as bien vu, moi je me déplace dans les bureaux. Hein, j'ai été voir, je suis venu te voir, j'ai été voir d'autres personnes que j'avais contactées par le biais de certains amis. Hors de question que j'envoie de l'argent à distance. J'ai dit quand je viendrai dans vos bureaux, je veux regarder s'il y a de la vie, etc. Normal. Du coup les figurants. Donc les figurants, c'est bien parce qu'ils sont partis une minute après. J'ai rouvert la porte, il y avait plus personne. Il y a des coques. Limite. C'était génial. Et des bullies. C'était génial. Mais en gros, comment ça se passe un investissement à Dubaï? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour quelqu'un qui veut acheter? Il y a différents plans de paiement, différentes méthodes de faire. Il y a sur plan, il y a la spécialité que tu as, toi, c'est des achats avec du plan de paiement. Avec du plan de paiement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Combien il faut avoir? Est-ce que tu as des fourchettes de prix et le fonctionnement de paiement, s'il te plaît? Alors, je vais te la faire très simple. C'est que aujourd'hui, nous, avant de parler de plan de paiement de quoi que ce soit, on va étudier la demande. Donc la demande, c'est quoi? C'est déjà, est-ce que c'est un produit d'investissement que tu recherches? Et dans ton produit d'investissement, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux du rendement? Est-ce que tu veux faire de l'achat-revente? Ou est-ce que c'est un produit finalement pour une résidence secondaire? Est-ce que c'est un produit que tu recherches pour t'installer, puisque tu as peut-être une future expatriation? Ou finalement, est-ce que c'est un tout en un? Bon, très souvent, c'est un tout en un, puisque les gens qui se renseignent sur Dubaï, généralement, ne savent pas trop encore où se positionner. Je suis bienvenu au club, alors. Tu es bienvenu au club. Et donc,
on a cette première étape, donc l'analyse, d'accord, donc la découverte et l'analyse. Ensuite, on a la partie forcément financière. On va savoir un petit peu où tu en es. En fonction de ce que tu vas rechercher, nous, on va essayer de t'orienter le mieux possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer sur tous les projets. Et et là, je vais rebondir sur ta question, les plans de paiement, les prix, etc. En fonction de ton budget, moi, je vais regarder quel plan de paiement on va retrouver sur le marché et qu'est-ce qui va être adapté. Donc, on fait une étude de faisabilité et qu'est-ce qui va être le plus adapté pour toi pour que tu puisses aller jusqu'au bout du paiement. Tu sais, donner un exemple. Si tu me dis aujourd'hui, moi j'ai 100 000 euros, je vais essayer de te faire investir peut-être 50 000, 60 000 pour te garder une enveloppe disponible pour pouvoir assumer les trades jusqu'à la remise des clés, voire après, mais que tu aies toujours une petite sécurité pour pouvoir, on va dire, en cas de coup dur, parce que bon, aujourd'hui tout est beau, demain on ne sait pas. Ouais, clairement. Donc nous on fonctionne plutôt comme ça. Donc les plans de paiement, c'est très simple. En fonction des promoteurs, en fonction des projets, tu vas avoir des plans de paiement qui sont différents, mais pas adaptés aux clients. C'est toi qui vas t'adapter au projet. Ouais, bien sûr. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la plupart des plans de paiement, tu vas rentrer avec 20%, plus les 4% de frais de notaire. Donc ici, on appelle ça les frais de Dubai Land département. Et ensuite, tu vas suivre ces paiements pendant l'étape de construction jusqu'à la remise des clés. Certains promoteurs te donnent une option. Alors, c'est pas une option, pardon, te donnent l'opportunité de continuer le plan de paiement après la remise des clés. C'est étalé sur plus longtemps. Exactement. Donc, tu vas passer généralement de 3 ans, donc qui est la construction d'un bâtiment, d'un projet, à des fois 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, tu vas bénéficier d'un amortissement du locataire pendant cette étape. On ne va pas se voir la face. Plus le plan de paiement est long, plus ils ont augmenté le prix au mètre carré pour pouvoir aussi justifier le temps que le promoteur va récupérer son argent. Bien sûr. Donc, ce que je suis en train de te dire par là, c'est que ce n'est pas forcément les plans de paiement qui sont les mieux pour le client. Ouais, bien sûr. Encore une fois, on en revient à ce que je disais au début, c'est qu'est-ce que toi tu recherches, qu'est-ce que tu veux et surtout qu'est-ce qui est faisable. Et donc là, on va étudier, on va regarder, on va poser les chiffres et là, on va regarder quelle option on a sur le marché. Donc par exemple, avec toi, tu m'as donné une enveloppe, tu m'as dit voilà, moi j'ai ce projet-là, j'aimerais faire ça. Au cas où, s'il se passe ça, j'aimerais ça. Et donc, du coup, on en est arrivé à un projet finalement que toi, tu m'as amené. Finalement, moi, je t'ai rien emmené. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, je t'ai quand même amené des contradictions. D'ailleurs, on était avec un collaborateur à moi. Et on va aller faire des visites tout à l'heure. On a même fait beaucoup de contradictions volontairement. Parce que justement, on n'est pas là pour savoir vraiment ce que tu veux. Finalement, on est là plus pour retirer qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu veux pas, pour aller sur une seule et même ligne. Et le projet finalement que tu avais en tête était très bon. C'est un promoteur de qualité, c'est un plan de paiement qui est adapté finalement à la façon dont tu aimerais payer. Alors on peut trouver mieux ou pas, mais ça va dépendre aussi, encore une fois, du promoteur. Ouais, bien sûr. C'est pas tous les promoteurs qui proposent un plan de paiement sur 7 ans. Il y en a c'est 3, il y en a c'est 4, il y en a c'est 5. Alors en 6. l'occurrence, c'est sur 3 ans sur celui-ci. Là, c'est sur 3 ans, donc il faut voir la faisabilité. Donc bien nous, sûr. par exemple, si moi tu me dis aujourd'hui, voilà, moi Mounir, j'ai 100 000 euros et je peux mettre 3 000 euros par mois à peu près, je vais rapidement te faire un calcul, ça fait 30 000 fois 3, 90 000, ça fait donc tu as une enveloppe à peu près de 200 000 euros. Voilà, grosso modo, nous c'est comme ça qu'on calcule. Bien sûr. Pour un plan de paiement, admettons, toi tu arrives et tu me dis j'ai 50 000 euros. De toute façon, c'est très simple, aujourd'hui entre 40 et 50 000 euros, tu peux rentrer sur un studio. La personne qui va me dire j'ai 60-70 000 euros, elle peut rentrer sur une chambre. La personne qui va me dire j'ai 80 à 100 000 euros peut rentrer sur un 2 chambres ou un studio ou une chambre mieux placée en fonction de ses mensualités pendant 2 ou 3 ans. Concrètement, si jamais j'ai un appartement, alors moi je le sais, mais c'est pour les personnes qui écoutent, j'ai un appartement par exemple que je veux acheter à Dubaï à 200 000 euros, comment ça s'articule le paiement concrètement? 20% au départ, avec 4% de frais de notaire, il y a 2%, 3% de frais d'agence, je crois, ou c'est combien, 4%? Donc les différentes façons d'acheter, c'est très simple, c'est que à la première, en fait, tu achètes directement avec un promoteur. D'accord? Donc tu vas payer 20%, donc disons, on peut se dire que tu achètes un appartement à 200 000 euros, tu vas payer 20%, ce qui fait 40 000 euros, et là tu vas étaler ton plan de paiement sur 3 à 6 ans, 7 ans même avec certains promoteurs, soit avec 1% mensuel, soit des paiements trimestriels. Voilà, donc tu as un plan de paiement qui est vraiment détaillé. En plus, tu pourras, si tu souhaites, revendre en fonction des promoteurs aussi à 30%, même pendant la construction. Alors attends, si je résume bien, parce que ici il n'y a pas de crédit, on est d'accord, hein? Alors si, tu peux faire des crédits, mais pas sur plan. Pas sur plan, ok. Donc les crédits sont autorisés ici aussi? Bien sûr. Ok. Je pensais qu'il y avait uniquement les étalements, je vais arriver moi aussi, les étalements de prêt, c'est-à-dire d'emprunt. Mais comme il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de crédit. Ici, les intérêts, c'est interdit, non?
Non, en fait, tu as possibilité justement de faire un prêt sur un bien qui est déjà livré. Tu as le choix, hein, donc, ou de faire un crédit traditionnel comme on peut avoir en France. Avec des taux d'intérêt. Avec des taux d'intérêt je savais qui même sont pas du super tout. élevés. Okay. Mais c'est possible ici mais à c'est Dubaï. possible, ou de faire un crédit islamique sans taux d'intérêt. Et D'accord. là, en fait, quand tu fais le calcul, finalement, tu te fais... C'est pareil, parce qu'ils augmentent le prix, en fait. Ouais, en Mais fait, oui, non, mais oui. la banque rachète et te le vend à un prix finalement plus cher. Voilà, Comme exactement. Ça évite les taux d'intérêt. Voilà. On appelle ça le riba. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour éviter d'avoir le taux d'intérêt, donc le taux d'usure sur ton contrat de vente. Voilà, ce qui est riba pour les musulmans. Donc, le premier, c'est l'achat au promoteur, où tu vas payer tes 20% et tu vas suivre ton plan de paiement. Tes 4% de frais de Dubaï Land Département, c'est l'équivalent des frais de notaire, et tes échéances. Tu peux revendre à tout moment. À partir du moment où tu t'as payé 30% de l'appartement, et ensuite tu continues tranquillement. Quel est l'intérêt de revendre à 30% je te coupe tant qu'on y est. Bien sûr. Parce que personnellement, je sais que les agents immobiliers que j'ai vus m'ont dit que quand tu achètes, forcément tu achètes moins cher, et que plus le plan de paiement avance, plus la construction avance, plus il y a des gens qui sont prêts à acheter encore plus cher. Est-ce qu'il y a des plus-values à faire justement à ce moment-là ou pas? Alors moi je vais être très honnête. Alors, aujourd'hui, te dire que sur ces biens avec des plans de paiement sur 6-7 ans, tu vas faire des plus-values, ce serait te mentir. Pour l'instant, je vais te donner un exemple. Il y a 2 ans, à Jumeirah Village Circle, donc JVC, on vendait des une chambre à 180 000 euros. Aujourd'hui, on les vend à 250 000 euros. Mais à cette époque-là aussi, on disait que c'est compliqué de faire des plus-values. Ouais. D'accord ? En 2022, on les vendait du coup à 200 000, 220 000 euros, et on se disait exactement la même chose. Aujourd'hui, on les vend à 250 000 euros, et on se dit la même chose. Donc, moi, par contre, je suis convaincu d'une chose. Tu as beaucoup plus de possibilités de faire une plus-value en première couronne, aujourd'hui avec un plan de paiement qui est plus court, mais avec beaucoup plus d'argent à sortir en trésorerie, qu'en deuxième couronne. En deuxième couronne, là où tu vas pouvoir faire une plus-value, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est que tu vas te marier avec ton plan de paiement finalement. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que les 2, 3, 4 ans qu'on va te donner en plus, si tu as un bon amortissement de tes locataires, si tu optimises bien tes rendements à ce moment-là, du coup, quand tu vas regarder qu'est-ce que tu as sorti, qu'est-ce qui est rentré, là, tu vas voir ton vrai prix d'appartement. Ouais, et là, tu vas voir que grâce à ça, tu auras fait finalement une bonne affaire. Mais pour la personne qui achète un appartement aujourd'hui à 270 000 euros pour une chambre, qui le revend à 30% en deuxième couronne, aujourd'hui ne revendra pas son appartement à plus de 250 270 000 euros. Pourquoi ? Parce que sur le marché secondaire, c'est moins cher. Ouais, d'accord. L'avantage d'acheter sur plan aujourd'hui, c'est pour avoir l'avantage du plan de paiement. Si tu as une trésorerie, on va dire, de 40 à 70 000 euros, tu as besoin de rentrer sur plan. Parce qu'il faut que tu rentres dans l'investissement. Bien sûr. Il faut que tu y ailles. Et c'est ce qu'on conseille d'ailleurs. Mais si tu as un peu plus de trésorerie, tu vas te retrouver donc dans la deuxième ou troisième option que je vais te citer, qui est le rachat de plan de paiement. Donc c'est acheter un appartement à une personne qui avait acheté il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et récupérer son plan de paiement. Donc repayer tout ce qu'il a déjà payé, plus la plus-value. Mais qui est toujours moins cher que si tu achetais sur plan aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ou le troisième cas de figure, donc acheter un bien où il n'y a pas de plan de paiement, cash. Donc tu vas me dire, mais quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter cash ? Alors tu sais, à Dubaï justement, et là on pourra en discuter ou pas, on a des très belles opérations à faire. Tout dépend de est-ce que tu as la trésorerie ou pas, et qu'est-ce que tu fais de ta trésorerie ou pas. Tu me diras, oui, par exemple, moi j'ai 300 000 euros, j'ai beaucoup mieux à faire qu'acheter un appartement avec 300 000 euros. C'est mon cas précis. Je peux lever des crédits à gauche à droite, et sur 300 000 euros, je peux avoir peut-être, je sais pas, 1 million d'euros ou 1,5 million. C'est sûrement ce que tu vas me dire. Alors, oui et non. Donc, tout dépend à quel point tu as besoin de ton argent. D'accord ? Il faut savoir qu'à Dubaï, encore une fois, c'est marrant, tout à l'heure, en backstage, on parlait d'ego, on parlait de choses comme ça. À Dubaï, les gens ont de l'argent. Ah oui, j'ai vu. À Dubaï, beaucoup même. Quand tu te gares, peu importe la voiture que tu as, tu auras toujours une plus belle voiture à ta gauche ou à ta droite. Ouais, bien sûr. Si tu crois avoir un Urus à Dubaï, c'est un truc de fou, crois-moi que tu vas en avoir 10 à côté, et des Mansouri, et des Kevani, et des préparés, et des ci, et des ça. Bien sûr. Voilà, donc, des gens qui ont de l'argent, il y en a. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ces gens-là ne sont pas bêtes. Ces gens-là qui font les mêmes investissements gagnent de l'argent, rapidement. Moi, je vais te donner mon dernier cas de figure. J'achète un appartement, je parle en euros qui est très simple. J'achète un appartement avec un plan de paiement, il est livré. J'ai encore un plan de paiement sur 5 ans, mais l'appartement est livré. Le gars l'a acheté à l'époque 750 000 euros, il me le revend 900 000 euros. D'accord ? Et moi, sur 900 000 euros, je dois sortir à l'époque 400 000 euros. Puisque 500 000 euros, je dois les payer sur 5 ans.
Donc, je sors 400 000 euros tout de suite. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, mais c'est un fou, il me sort 400 000 euros pour un appartement. Je le meuble, je le mets à Airbnb, je montre que j'ai des rendements à 12-13%. Je le revends 2 mois après parce que je fais la conversion à chaque fois, il faut diviser par 4 comme tu sais. Ouais. Je le revends à 1 060 000 euros. D'accord ? Donc, je fais 160 000 euros de plus-value en 2 mois en ayant mis 400 000 euros. Alors, encore une fois, c'est une belle somme. On peut se poser des questions. Tu mets 400, tu récupères 160 exonérés d'impôts, puisqu'il n'y en a pas ici. Exactement. Tu n'as pas de taxe sur la plus-value ici, ni sur les revenus, ni sur quoi que ce soit. Le seul impôt que tu vas retrouver à Dubaï, c'est si tu as une société. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu es taxé à hauteur de 9% sur les bénéfices si tu as plus de 100 000 euros, 100 000 $. Oui, donc tu seras taxé, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est une question de comment tu veux voir les choses. Est-ce que tu veux profiter de ton argent tout de suite, faire des opérations court terme, moyen terme, long terme? Oui, je suis d'accord que sur 25 ans, avec 1 million d'euros, tu peux aller lever peut-être pour, je sais pas moi, tu me diras peut-être 5 millions, 6 millions, 10 millions. Tu prends 10 à 15% de la somme, tu peux la multiplier par X. Voilà, par donc, 10, quoi. Donc c'est ça. Ouais. Donc 10 millions d'euros, mais en combien de temps? Tout dépend ce que tu veux faire en fait. Si tu fais du locatif, effectivement, si le but est patrimonial et de stocker un maximum de patrimoine avec des locataires dedans et qui finalement vont payer ta dette sur 20 ans, mais que tu t'en fous parce que ça te ramène des revenus locatifs, c'est une bonne chose. Voilà. Par contre, si tu veux faire des achats-reventes, effectivement, c'est encore un autre... Et justement, et c'est là qu'on y arrive. Donc c'est pour ça que ma première étape, tu sais, dans la rencontre client, très importante. Si je me rencontrais moi-même, parce que moi, tu sais, je ne me connaissais pas avant de commencer ces gros investissements. Je ne me connaissais pas. Mais du coup, maintenant, je commence à me connaître. Et moi, je suis un acheteur et un investisseur impulsif. Les rendements, tu peux me ramener du 12-13%, ça ne m'intéresse plus. Alors, je te parle du rendement locatif, bien d'accord ? Bien sûr. Ça ne m'intéresse pas. À Dubaï, en moyenne, tu es à 7-8% net, d'accord ? Tu peux aller toucher les 9-10%. Les vendeurs qui vont me dire oui, tu fais du 15%, 20%, c'est faux. Ceux qui vont dire qu'en Airbnb, à Dubaï, tu fais 30%, 40% de plus qu'en long terme, c'est faux. J'en ai marre de ces discours d'argent immobilier. Aujourd'hui, faire du Airbnb à Dubaï, c'est pour la simple et bonne raison que, de 1, tu peux jouir de ton appartement. De 2, si tu veux vendre ton appartement, c'est beaucoup plus facile. Puisqu'ici, quand tu fais des contrats d'1 an qui sont renouvelables avec un préavis d'1 an. Donc, si tu revends ton appartement, tu es bloqué. Pendant 2 ans, quoi. Pendant 1 an, du coup. Ouais. Mais tu es bloqué. Mais le marché va tellement vite à Dubaï. Donc, du coup, avoir un appartement, finalement, que tu as loué pendant 1 an, en fait, tu vas te bloquer. Et c'est très simple. Ici, quand tu es acheteur, tu as un appartement qui est libre. Disponible. Tu as l'argent tout de suite, tu le veux tout de suite. Et surtout quand tu sais que tu dois le payer cash. Donc, tu auras des opportunités si tu loues en longue durée, finalement. Et pour en revenir, par contre, à ce que tu disais, si j'achète un appartement qui est déjà livré, je peux lever un crédit aussi. Par contre, tu vas mettre un peu plus qu'en France. Alors, je ne sais pas aujourd'hui où on en est, mais tu vas tourner entre 20 et 30% d'apport. En France, si on a un bon dossier, on peut s'en tirer avec peut-être même que les frais de cautionnement. Ouais. Mais généralement, actuellement, c'est entre 10 et 20% d'apport. Ouais. Voilà. Donc, on en revient à ce que je disais au début. Jérémy, on se disait que tout dépend de ton mindset. Moi, maintenant que je me connais vraiment, parce que tu sais, moi, quand je reçois des gens, il y a qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Ce qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, c'est pas eux qui le définissent, c'est moi qui vais le définir. Et il y a une chose aussi que j'ai appris sur moi en tant qu'acheteur, c'est que quand tu achètes, tu deviens bête. Quand tu vas acheter quelque chose, en fait, tu commences à poser des questions très souvent aux mauvaises personnes. Tu commences à faire du 50-50, l'appel à un ami, tu commences à te poser vraiment les 1000 et une questions qui servent à rien. Alors qu'on en revient au début du podcast, renseigne-toi, informe-toi et forme-toi. Mais fais-le correctement. Si tu appelles un boucher pour l'investissement, tu sais, moi j'ai beaucoup ce truc-là de clients qui me disent « Ok, bon, tu sais quoi, j'ai un ami sur place et je vais en parler. » Ok, cet ami-là, ça fait combien de temps qu'il habite là? Ah, ça fait 10 ans, il est à Dubaï, il connaît bien Dubaï. D'accord, il a acheté? Non. Pourquoi? Tu sais qu'il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont à Dubaï, ils ont gagné déjà des millions. Mais ton gars, s'il n'a pas acheté, il y a une raison. Il ne peut pas te conseiller s'il n'a pas acheté, de toute façon. Enfin, à la limite, il peut te dire son avis sur Dubaï, mais te conseiller dans l'investissement, non. Bien sûr. Tu vois? Il faut aller voir un professionnel, bien sûr. Je pense. Ouais, clairement. Je pense. Moi, la première chose que j'ai fait, tu sais, c'est que je suis arrivé, j'ai investi. J'avais besoin de me mettre dans la peau de l'investisseur. J'avais besoin aussi d'être crédible. J'avais besoin de comprendre. J'avais besoin d'apprendre. J'avais besoin de... Tu sais, moi, quand je fais un truc, je t'ai dit au début, je le fais à fond et je vais jusqu'au bout. Bien sûr. C'est tout. Bien sûr, quand j'achète, tu sais, je commence moi aussi. Tu sais,
tu as ce truc-là, tu commences à poser des questions, tu commences à demander un tel, oh, tu pensais bien. Entre ça et ça, tu me conseilles quoi? En fait, tu n'es plus lucide quand tu achètes. Ouais, et même si tu es un professionnel, hein, donc je sais pas, toi tu me diras. Non, si, ça dépend. Sur les investissements locatifs, encore, si ça va, mais tu vois, moi j'ai acheté une résidence principale il y a pas longtemps, là, à plus d'1 million d'euros en France, et j'ai pris une décision en fait qui est stupide, qui était 100% émotionnelle, parce que c'est le seul type d'investissement, et je dis d'ailleurs à tous mes élèves, faites attention aux émotions, ça sera votre pire poison, puisque aujourd'hui, quand on achète une résidence principale, on a tendance à se projeter avec la famille, on a tendance finalement à oublier certaines choses et à prendre des décisions qui sont trop émotives. Et quand le propriétaire m'a demandé un séquestre de 100 000 euros, j'ai accepté, alors que je ne mets jamais de séquestre d'habitude. Et finalement, on n'a pas été au bout de cet achat. Et aujourd'hui, je suis obligé de me battre avec un avocat pour récupérer mes 100 000 euros qui sont bloqués chez le notaire. Ouais. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que sur des investissements locatifs purs, il faut rester pragmatique, c'est les chiffres pour les chiffres. Il y a effectivement peut-être une déformation quand on vient à Dubaï, dans le sens où tout est beau, on a cet esprit vacances, etc. Donc on a peut-être tendance effectivement à prendre des décisions émotives, ce qui sont pour moi des décisions très dangereuses. J'essaie de rester le plus pragmatique dans mes investissements, mais effectivement, si on arrive à effacer toute émotion et qu'on arrive à avoir l'avis de plusieurs professionnels, je pense qu'une fois tout mélangé, on arrive à prendre de bonnes décisions, je pense. En 2021, tout agent était bon. Pas parce qu'ils étaient bons, parce que le marché de Dubaï a été très porteur. Donc toutes les personnes qui ont acheté en 2021, aujourd'hui ont gagné de l'argent, en plus-value. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'être formé, il n'y a pas besoin de s'informer. Bien sûr. Juste savoir à qui tu parles. Mais en tout cas, le marché de Dubaï est, je pense aujourd'hui, le marché le plus attractif du monde. Les chiffres nous ont montré depuis mai 2022 que c'était une des villes, voire la ville la plus rentable du monde. Encore une fois, ça se discute. Bien sûr, on peut faire des belles opérations un peu partout dans le monde. Je ne veux pas dire que c'est the place to be, que c'est là qu'il faut être, etc. Non. On peut chacun au midi à sa porte, bien sûr. Exactement. À Dubaï, on peut acheter donc sur des plans de paiement, donc soit 3 ans, 5 ans, 7 ans maximum. En gros, en fonction du cash que tu as disponible, en fonction de ton apport, on va dire entre 50 et 60, tu peux aller jusqu'à 200 000. Entre 60 et 80, tu peux aller jusqu'à 300 000 peut-être. C'est ça, exactement. On va dire jusqu'à 150 000, tu peux aller jusqu'à peut-être 600 000 euros à peu près de... Tu vas pouvoir aller jusqu'à, c'est ça, à peu près 500 600 000. Parce que tu as quand même les frais de notaire, n'oublie pas. Les frais de notaire. Donc à donner. Donc ça, c'est les différentes façons de le faire. Les plans de paiement, donc du coup 20% à l'ouverture et le reste après étalé sur 3, 5 ou 7 ans. Voilà, exactement. Okay. Donc ça, j'ai bien compris. Si jamais on a la possibilité donc de revendre son bien en cours de plan de paiement, on a possibilité de le faire en fonction des différents constructeurs au bout de 30% du paiement, 40% ou 50%. Exactement. Ok. Si jamais plus j'achète dans des endroits prisés, plus les plans de paiement se raccourcissent. D'accord, si j'ai bien résumé. Et si jamais en tout cas je revends et que je fais une plus-value, dans ce cas-là, c'est 0 d'impôt et pas de souci. Et pas de souci. Génial. Est-ce que tu vois quelque chose que j'ai pu oublier ou omettre justement sur ce résumé, ou est-ce que c'est assez clair Je pense que tu as bien fait le tour. Ok, cool. Je pense que tu as bien compris. Ok, cool, parfait. Et je reviens de toute façon à la première des choses qui est le plus important, c'est savoir avec qui tu vas travailler, qui est la personne que tu vas choisir. Est-ce qu'il vise tes intérêts ou les siens? Aujourd'hui, juste pour terminer sur quelques chiffres, depuis que tu es venu à Dubaï, qu'est-ce que représente justement ce que tu as monté en termes de nombre de transactions immobilières, en termes de montant justement généré par ton entreprise? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors, nous, en termes de transactions, aujourd'hui, on tourne à peu près à une trentaine de ventes par mois. Ok. Ce qui représente un montant Ce qui représente, alors en volume d'appartements, enfin de biens en tout cas, puisqu'on fait aussi des villas, ça représente, alors je vais te donner un chiffre qui va être octobre 2023. On fait, alors je ne sais plus exactement combien de ventes, mais sur le volume, on est grosso modo à 15 millions d'euros à peu près. 15 millions. Voilà, on est entre 13 et 15 millions. Okay. Je ne vais pas dire de bêtises, parce que je n'ai pas là les chiffres en tête tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, généralement, en année, on va tourner à peu près entre 80 et 100 millions d'euros de ventes. Ok. Essentiellement sur des francophones. Alors nous, à 70-80%, on travaille avec les francophones. Okay. Le reste, c'est du marché secondaire. Donc là, on va s'ouvrir à un marché international. Okay. J'ai une équipe d'ailleurs qui est anglophone, russophone, et indien et arabophone. Okay. Mais voilà. Mais
En termes de chiffres, ouais, c'est plus ou moins ça. Ok. Donc en gros, si je résume bien, parce que moi, il y a quelque chose que tu m'as partagé tout à l'heure en off, si tu es OK qu'on le partage ici, sinon tu me diras, je couperai. Ouais. Quand tu es venu ici, tu es arrivé à moins 300 000 ? Je suis arrivé à moins 300 000 exactement. Donc en fait, tu as vendu un bien immobilier, tu as conservé l'argent et tu t'en es servi pour commencer à investir ici. Alors, moi, je suis arrivé vraiment... Alors, je suis parti du jour au lendemain. J'avais pas forcément de fonds de côté. J'avais revendu... j'ai revendu mes pizzerias, mais... c'était pas, tu sais, bon bah déjà je me suis beaucoup fait taxer, hein, tu sais quand tu revends, etc. J'avais de la dette à rembourser, donc j'avais pas forcément, tu sais, un peu quand tu viens à Dubaï, tu peux pas arriver avec 50, 60 000, même 100 000 euros. Et donc du coup bah, j'ai revendu mon bien, j'ai eu un peu plus de 300 000, et donc du coup je me suis retrouvé avec 370 000 euros exactement. Tu as gardé le crédit. Voilà, j'ai gardé le crédit et je suis venu à Dubaï. D'accord, j'ai demandé au notaire d'envoyer directement l'argent à Dubaï et j'ai continué à payer parce que c'était un crédit logement et c'était pas. Oui, bien sûr. Voilà, crédit que j'ai remboursé très vite. Mais en tout cas, après, bah, j'ai commencé donc du coup à travailler, à faire de l'argent. Alors au début, c'était pas facile de te dire que je suis arrivé tout de suite et ça a explosé. Non, c'était pas facile. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à moins de 100 000 euros et j'ai dû trouver d'autres solutions. J'ai changé mon manager, j'ai changé mon marketing, j'ai changé mon site internet, j'ai changé ma façon de voir les choses, ma vision des choses, mon approche client. Et je me suis reconcentré sur pourquoi j'étais vraiment venu là. Je me suis reconcentré sur mes vrais objectifs et je me suis mis vraiment à travailler. Parce que je me suis retrouvé un petit peu dans ce truc-là du début, tu sais, de quand tu arrives, tu flambes, mais tu tombes un peu dans 2-3 travers. Voilà. Bien sûr. Donc c'est vraiment une chose que je déconseille aux gens. Tu confonds vacances et je suis venu vivre. Voilà, exactement. Tu sais, tu es un petit peu chamboulé. Tu penses que tu as de l'argent alors que tu n'as rien. Ah ben, se comparer aux gens d'ici, c'est compliqué. Ouais. Voilà, tu penses que tu réussis, mais t'en es loin. Tu penses que tu vas y arriver, mais en vrai, tu peux t'écrouler du jour au lendemain. Ouais, clairement. Donc il y a 2-3 éléments, je pense, qui doivent rester là. C'est ta rigueur, ta discipline et travailler intelligemment, contrairement à travailler durement. Ouais, clairement. Tu vois. Voilà, moi, je pense que c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu multiplier par plus que 10 mon investissement de départ. Donc de moins 300 000 à plusieurs millions de transactions immobilières par mois. Voilà, exactement. C'est un joli parcours, vraiment. C'est un joli parcours, j'en suis très fier. Moi, comme si j'étais motivé par la passion, par une parole dont je t'ai parlé aussi en off, une parole que j'ai donnée à ma famille en disant que j'allais y arriver, puisqu'ils n'étaient pas pour mon départ à Dubaï. Déjà, aussi bizarre que ça puisse être, tu sais, généralement les Arabes n'aiment pas les Arabes. Mais donc ce truc, tu vas y avec des Arabes là-bas. Non, voilà. C'est bizarre ce que je suis en train de te dire, mais tu sais, moi, mon père était kabyle. Et tu sais, on a ce truc de Algérien et kabyle, on a cette dissociation, etc. Sûr. Et il y en a qui vont dire, les kabyles mangent du porc, mangent du sanglier, peu importe ce qu'ils faisaient ou pas, ça c'est le problème de personne. Mais en tout cas, lui, il n'a jamais été très pro-arabe ou pro-musulman. Mais une chose qui est sûre, c'est que moi, je voulais tenir ma parole qui a été de je vais y aller, je vais faire quelque chose, papa, je vais réussir. Et je ne reviendrai pas tant que je n'ai pas fait 1 million d'euros. Et un jour, il me dit en voiture, mais là-bas, il y a que des requins. Je dis, tu sais quoi, commence à appeler tout le monde et dit que le grand méchant requin arrive. Voilà, et la vraie histoire, c'est ça. Et la vraie histoire, c'est ça. Et malheureusement, je n'ai jamais eu le temps de revenir en France, lui prouver, démontrer tout ça. Puisqu'il est décédé le jour où j'ai ma licence et je rentre dans mon entreprise. Je n'en ai jamais parlé d'ailleurs, tu es la première personne à qui j'en parle. Et donc, je me suis tenu finalement à une parole. Et je me rappelle d'une chose, en tout cas, que toutes les personnes ont pu me dire à ce moment-là, c'est que ton père était quelqu'un de loyal, honnête, droit. Il n'avait pas de dette. Et je me suis tenu à ça. Et j'essaie de garder toujours ce fil conducteur de rester droit, honnête, loyal avec les gens avec qui je travaille, dans un premier temps, de respecter. De rester droit avec mes clients, puisque moi, comme je t'ai dit, je vais viser tes intérêts plutôt que les miens. Mais voilà, donc je vais viser la pérennité de mon business de façon à pouvoir gagner un petit peu tout le temps, plutôt que beaucoup aujourd'hui. Ouais, et zéro demain, quoi. Voilà, c'est ça. Tu as des gens qui viennent faire des one-shots et des exits. Tu sais, un peu comme des gens qui font de la NFT, des cryptos. Tu sais, alors, tu as des gens qui ont le bon et le mauvais. Mais moi, je ne suis pas là pour faire un one-shot et un exit. Tu es en place et tu veux y rester. Moi, je suis là, je suis en place. Je veux y rester. Je vais accompagner des personnes comme toi qui décident
par besoin des fois de sécurité, de pouvoir se positionner ailleurs que dans leur pays d'origine, et des personnes qui recherchent un accompagnement sincère. Voilà, donc, tu sais, et c'est dur, parce qu'un vendeur, et je pense que voilà, tu as des élèves et tu le sais, un vendeur ne doit pas proposer beaucoup de choses, mais tu sais, il y a un moment donné où quand tu fais ça par passion, quand tu veux le bien des gens, ben en fait, tu t'écartes de ton entonnoir, tu t'écartes de ton closing, du cadre du vendeur, et tu te rapproches de l'humain. Ouais, clairement. Et l'humain, c'est quoi? C'est donner mieux à la personne que tu as en face de toi que ce qu'elle attend. Exactement. Ouais, bien sûr. C'est une très belle phrase de fin. En tout cas, ça a été pour moi un plaisir de pouvoir t'accueillir sur ce podcast. Merci beaucoup. J'imagine que les personnes qui vont entendre justement les différentes histoires qu'on a pu raconter, mais également la façon d'investir, peut-être seront intéressées. Tu as un lien, tu as un site internet, tu as tout ça? Alors moi, je suis un peu partout et nulle part. Je suis partout pour ceux qui veulent me trouver, nulle part pour ceux qui ne le veulent pas. Okay. Mais en tout cas, c'est Mounir Rejdal, donc REDJDAL. Okay. On me retrouve sur Instagram. Je suis continuellement sur Snapchat aussi. Tu sais, à Dubaï, ça marche beaucoup le Snap. Okay. LinkedIn pour ceux qui veulent voir. Parfait. J'ai pas mal d'objectifs, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment me suivre. Des objectifs également en France, mais qui sont une continuité de Dubaï. Parfait. Dans l'immobilier aussi. Dans l'immobilier, mais qui est de l'immobilier sur Dubaï. J'ai peut-être un livre aussi qui arrive. J'essaie de faire comme les grands. J'essaie de me rapprocher de ce modèle, tu vois, d'entrepreneur, tu vois, que finalement j'ai toujours été, mais que j'ai jamais été. Ouais, bien sûr. J'essaie en tout cas de m'améliorer constamment, d'apprendre des meilleurs, tout simplement. Vous retrouverez tous les liens juste en dessous de la vidéo. Ça a été un plaisir en tout cas pour moi d'échanger pendant cette heure et demie, presque 2 heures. On a failli se faire foutre dehors même. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Je te remercie et puis Merci je te dis à très vite pour la V2. Merci Jérémy, à très vite.